Le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est la solution ECI, Application Centric Infrastructure. D'accord. Donc, en fait, quand je suis revenu au Maroc, j'ai constaté qu'en fait, que cette solution qui est maturement déployée partout dans le monde, il n'existe pas ou pas trop en fait au Maroc. C'est pour ça en fait on a choisi ce premier sujet parce que c'est une solution mature, c'est une solution data center SDN qui tourne très bien du constructeur Cisco. Mais avant de commencer, je vais me présenter quand même. Drij Bar, je suis le manager de la Business Unit Network et Sécurité. Je suis certifié CCIE et CCDE. J'ai une expérience de presque 15 ans dans le domaine. J'ai commencé à travailler au Maroc, je suis parti en Europe, je suis parti après aux US et je fais le retour en fait au Maroc pour continuer le développement, que ce soit de ma carrière et aussi pour aider nos clients en fait à installer des solutions innovantes dans le marché. Le constat en fait en 2024, c'est que on a des voitures autonomes aujourd'hui qui circulent couramment en ville. J'ai vu ça en fait aux États-Unis, d'accord. On a des drones qui livrent des médicaments dans les zones reculées. Ça existe même en France, même si je considère la France en fait, il avance pas rapidement aussi dans les innovations, mais aujourd'hui ça existe. On a aussi l'intelligence artificielle gère des nombreuses tâches quotidiennes. Je parle aussi de ChatGPT, hein, vous connaissez tous. Je pense que tout le monde ici l'utilise. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que les ingénieurs réseau, ils continuent en fait à configurer les équipements en CLI. Par contre, ça je peux l'avouer aussi, le câble console a développé. D'accord. Donc c'est la seule innovation que j'ai découvert en fait pour les ingénieurs réseau, malheureusement. Par contre, le monde a changé en fait au niveau de l'informatique. Qu'est-ce qui a changé? L'innovation en fait, elle vient surtout en fait des serveurs, côté système, il y a une innovation énorme. D'accord. On a vu en fait il y a 10 ans en fait, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, on a des serveurs qui viennent avec des ports 10 gigas, c'est la normalité maintenant. On a des 25, on a aussi des 40, on a des serveurs qui viennent avec des 100. On a jusqu'à 64 cœurs par socket, d'accord, c'est énorme. Des serveurs qui sortent tous les jours, en fait, il y a de l'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus de VM par serveur, plus de performance. Mais ce qu'on avait constaté, c'est que chaque serveur, il héberge aujourd'hui entre 14 et 20 VM par serveur. D'accord. Et aussi, ce qui a changé aussi, c'est le Big Data et l'IA qui augmente la densité en fait, du trafic Est-Ouest. C'est quoi un trafic Est-Ouest? C'est le trafic qui circule à l'intérieur des data centers. D'accord. C'est la communication inter-serveur. Le réseau d'aujourd'hui, il est complexe. D'accord. L'ingénieur réseau, il est devenu comme le bon en fait de la série, c'est MacGyver en fait. Et on essaye de résoudre le problème avec du chewing-gum, avec le couteau suisse. Quand il y a un nouveau besoin qui arrive, on crée des VRF, on crée des access lists, on crée des choses. Ça devient complexe, d'accord. Effectivement, une certaine complexité, c'est nécessaire dans notre domaine, mais quand on augmente la complexité, on arrive à un moment donné, on rentre dans la fragilité, d'accord. Notre réseau il devient fragile, parce qu'on n'arrive plus à maîtriser. Et ça, c'est parmi les problèmes en fait, d'aujourd'hui. Il y a aussi le problème entre les gens de l'application, les systèmes, et les gens de réseau. Eux, ils parlent d'application tiers, ils parlent de security requirements, service level agreement, compliance, etc. Ils expliquent, et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on parle? On parle VLAN, IP adresse, subnet, firewall. Ce n'est pas la même discussion, d'accord. Il faut qu'on trouve un moyen pour qu'on puisse parler le même langage. C'est quoi le challenge? Donc le trafic, on a une architecture en fait classique que je voyais en fait après mon retour en fait au Maroc, qu'on continue à utiliser des solutions classiques. Hein. Heureusement que la solution Cisco il utilise le VPC pour corriger quelques anomalies. On parle en fait de la solution VPC notamment avec les Nexus 7000, les Nexus 5000, 2000. Maintenant on le voit aussi sur les Nexus 9000. Pourquoi? Pour contourner en fait le problème connu en fait, c'est les boucles réseau, d'accord. Et éliminer en fait l'utilisation. Pour éliminer les boucles, on crée des VPC, mais les VPC aujourd'hui, ils ne supportent que 2 équipements, d'accord. C'est-à-dire que quand on parle d'une architecture énorme, 2 équipements, ça devient pas assez scalable, d'accord. Ça peut répondre à certains besoins, mais pas pour tout le monde. Le monde, il va vers une solution, ce qu'on appelle l'architecture Leaf and Spine, d'accord. Ça commence à être, c'est une solution qui est déployée depuis des années. En fait, elle a été inventée dans les années 50, d'accord, pour résoudre un problème de téléphonie.
d'accord. Les constructeurs, notamment Cisco, ils l'utilisent à l'intérieur de leur châssis, d'accord, pour la communication des cartes. Parler en fait du challenge en fait de 10 ans, c'est que notre challenge en fait c'est de remplacer cette architecture classique parce qu'elle répond plus aux besoins. Pour les sujets que j'ai cités en fait, notamment en fait la scalabilité avec les architectures classiques et aussi en fait le changement de type de trafic ou le comportement du trafic au sein des data centers. Il y a 10 ans en fait le trafic, on avait des serveurs dans le data center et le trafic, la plupart du trafic il vient de l'extérieur, il rentre, il sort. D'accord. Maintenant avec l'arrivée comme je disais en fait des solutions, les hyperviseurs, on peut créer des machines virtuelles et aussi avec les conteneurs, etc. En fait, il y a beaucoup de trafic qui circule en interne et ça a stressé en fait l'architecture qu'on déployait il y a des années. Je ne veux pas dire en fait que ça ne marche pas, ça marche, hein, mais ça commence à afficher quelques limites. L'architecture Leaf and Spine, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a quelqu'un ici dans la salle qui ne connaît pas cette architecture. Donc, l'architecture Leaf and Spine, comme je disais en fait, il y a quelques instants, en fait, que c'est une architecture qui a été développée depuis les années 50, d'accord. Pour la partie téléphonie, d'accord, pour résoudre un problème de téléphonie, vous savez, à l'époque, pour faire la communication, il y avait une personne dédiée en fait dans un centre qui récupérait des appels téléphoniques qui venaient en fait dans les câbles et il fait les connecter avec un autre câble, d'accord. Cette architecture aussi, il existe, comme je disais, en fait, au sein des châssis, d'accord, que ce soit chez Cisco ou chez les autres constructeurs, à l'intérieur des châssis. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des châssis, on a les cartes modulaires, mais ces cartes modulaires, elles sont connectées entre eux à travers d'autres cartes qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle les spines. Donc c'est une architecture Leaf and Spine. Les spines, ce sont les équipements qui sont au-dessus. Les leaf, c'est les équipements qui sont top of rack, hein, les switches top of rack. Vous voyez, en fait, j'ai mis ce slide exprès pour dire, en fait, on n'a plus besoin des grands châssis avec ce type d'architecture. Vous voyez, en fait, les grands châssis, en fait, maintenant, on peut les bypasser si on choisit de partir avec ce type d'architecture. Et on n'a plus d'e-boucle réseau. Ouais. Donc, on n'a pas besoin, en fait, de regrouper des équipements pour les faire apparaître comme un seul équipement virtuel. C'est pas un problème de spanning tree, parce que j'entends, en fait, le problème de spanning tree. Non, ce n'est pas le problème de spanning tree. Le spanning tree, il est arrivé pour résoudre un problème de boucle de réseau. D'accord. Avec ce type d'architecture, on n'a plus en fait de spanning tree, mais plutôt c'est une architecture qui tourne avec des protocoles de routage standards. D'accord. Utilisés notamment par la solution ECI. Vous allez me dire, d'accord, c'est sympa l'architecture, je vois beaucoup de câbles, d'accord. Tu me parlais de protocole de routage qui va faire tout ça. Je n'ai pas la maîtrise, je ne connais pas. Vous n'allez rien faire. Tout ça, ça va se faire à travers des contrôleurs. D'accord. Les contrôleurs, c'est eux qui vont gérer la configuration de la fabrique de A à Z. D'accord. Vous n'avez pas besoin d'être expert dans les protocoles de routage, ni dans le câblage, hein, parce que vous faites une modification au niveau du câblage, le contrôleur va la détecter à travers des protocoles de routage standards, encore une fois. Je parle de LLDP, je parle des protocoles qu'on connaît tous, le CDP. Il va vous dire, effectivement, il y a une connexion qui ne va pas. Par exemple, si vous connectez les spines entre eux, parce que là, normalement, de ce type d'architecture, on ne connecte pas les spines. Mais je vais rentrer un petit peu dans le détail après. D'accord, on revient un petit peu sur l'ancienne architecture. C'est quoi son problème? Cette architecture, comme je disais, ça fonctionne très bien si le trafic il vient de l'extérieur. Donc, comme je disais, en fait, l'architecture classique, en fait, ce qu'on appelle l'architecture 2 tiers ou 3 tiers, d'accord, en utilisant des Nexus 7000, 5000, je parle Nexus, en fait, mais c'est pareil pour les autres constructeurs, hein. Remplacer juste le nom de Nexus par un switch cœur et switch d'accès, ou switch top of rack, on aura le même problème, les mêmes symptômes, d'accord. Donc, cette communication, vous savez en fait que les Nexus 2000, en fait, ils n'ont pas l'intelligence parce qu'ils sont considérés comme des cartes, même s'ils sont des cartes physiques connectées sur un switch 5000. Si on parle en fait de même VLAN, la communication, il ne passe pas par le 2000, hein, par le Nexus qui est juste à côté des serveurs, mais il faut qu'il monte vers le Nexus 5000 qui est au-dessus. D'accord. Si on souhaite faire une communication entre deux VLAN différents, c'est-à-dire entre deux services, notamment on positionnait la gateway sur les Nexus 7000, c'est là où il y a l'intelligence en fait qui font du routage, donc je dois monter vraiment jusqu'à 7000 et consommer la bande passante qui est là, c'est un trafic aller-retour et descendre. C'est un problème connu,
problème, c'est le comportement normal hein, des standards de switching. Maintenant, quand on commence à connecter l'hyperconvergé, je parle de Nutanix, je parle de NetApp, Hadoop. J'avais un projet en fait en France pour un grand client et je suis parti en fait de connecter les Nutanix sur les 2000. Je faisais la connexion et j'ai eu un appel en fait du client. Il disait en fait que Nutanix il ne souhaitait plus en fait connecter derrière les 2000. La question que je posais, pourquoi en fait? Il me dit c'est à cause de la latence. Latence de quoi? C'est juste le passage des 2000 vers le 5000 et descendre. Vous voyez en fait? C'est même pas une milliseconde, quelques microsecondes, mais ils ne voulaient pas avoir cette latence. D'accord? Donc ils ont refusé. Et ça, en fait, parce que ces équipements-là, ils ont besoin à la fois d'une latence qui est inférieure, il faut qu'ils se sentent en fait comme s'ils sont directement connectés via un câble, et aussi en fait des performances. Et puisqu'en fait la communication, comme je disais, au niveau de 2000, ça ne passe pas en direct, on passe par le 5000, on rajoute la latence de ce câble-là, c'était pas accepté par Nutanix. Je ne parle pas en fait si on souhaite faire communiquer de services qui ne font pas partie du même VLAN, donc on mettra plus de stress sur cette liaison-là. D'accord? On pourrait avoir des problèmes, notamment des drops de paquets, notamment en fait des microbursts, c'est des problèmes qui sont difficilement à résoudre. D'accord? Mais vous voyez, en fait, c'était le déclic pour moi. Quand Nutanix, mais je pense que ça, il y a maintenant 6 ans, il disait en fait, moi, on ne se connecte pas derrière les 2000. La solution ACI. Pourquoi la solution ACI? Parce que c'est une solution qui connecte tout. Comme je disais, il est basé sur une architecture standard leaf and spine, c'est l'architecture physique. On voit en fait les leafs, ils sont connectés vers les spines, et les spines connectés sur les leafs. Il n'y a aucune liaison entre les équipements. D'accord? Et à la base de Nexus 9000, c'est la gamme Nexus 9000 de constructeur Cisco. Maintenant, j'ai besoin d'augmenter la bande passante. Vous voyez, en fait, j'avais 4, si on part avec 4 liaisons. Aujourd'hui, Cisco il supporte 100 Go. Il y a des switches qui supportent 400, mais on reste avec 100. Donc, je monte avec 400 Go. Bande passante montante. C'est énorme. Si ce n'est pas suffisant, je rajoute un spine. D'accord? Je rajoute un spine, je fais la même connexion physique et j'augmente ma bande passante. Donc, au lieu d'avoir 400 Go, je peux avoir 500. Et comme je disais au départ, tout ça à l'intérieur, il tourne avec des routages. C'est-à-dire que chaque équipement il est indépendant de l'autre. Ils fonctionnent en parallèle, d'accord, pour assurer la redondance, mais ils sont indépendants. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'on connaît tous, en fait, quand on essaie de faire des mises à jour, on a toujours peur, en fait, que s'il y a un membre qui tombe, bah, l'autre, il ne prend pas le relais, d'accord? Maintenant, je peux avoir 4, d'accord? Je peux prendre un, l'éteindre, faire la mise à jour, le démarrer. Il n'a pas besoin d'être dans la même version, parce que, comme je disais, ce sont des équipements qui sont indépendants. Le démarrer, être sûr que ça fonctionne, et faire la mise à jour de deuxième. Mais avec la solution ACI, on ne le fait pas manuellement, mais on le fait via le contrôleur. Maintenant, tu me dis, d'accord, maintenant j'ai besoin en fait, d'augmenter la densité de ports. Tous les serveurs, j'ai des serveurs qui arrivent, mais je n'ai pas en fait, assez de leaf. Je rajoute un leaf. Automatiquement, le leaf, il faut que je le connecte sur les différents spines. Ici, j'ai schématisé avec 5 spines, mais la plupart de nos clients, ils partent avec 2. D'accord? C'est un U, ça peut supporter jusqu'à 64 leafs. Donc c'est déjà énorme, d'accord? Pour le marché marocain, je pense. Zéro touch, je ne fais pas de configuration. Tout ce que je fais, c'est connecter mes contrôleurs vers cette architecture, d'accord? Les contrôleurs, ils vont détecter à la fois le premier équipement dans lequel ils sont connectés, et après, c'est comme faire un puzzle. Ils vont commencer à détecter les équipements, les spines, les leafs, regarder les intercos s'ils sont bons ou pas, d'accord? Et nous dire en fait s'il y a un problème. Ce qu'on doit faire à partir des contrôleurs, valider l'équipement ou pas, d'accord? Parce que il faut qu'on valide, sinon n'importe qui pourra mettre des équipements dans l'architecture. Si c'est en validation, ça peut causer en fait des problèmes de sécurité. Il faut juste qu'on valide l'équipement si on le souhaite qu'il intègre à ce qu'on appelle la fabrique ACI, d'accord? Et commencer à recevoir du trafic. Et derrière, je peux connecter mes serveurs classiques, des serveurs classiques, même des infra classiques aussi. Hein. Je parle des switches Nexus 7000, 5000 si je souhaite, en fait, pendant la migration. Je peux connecter aussi différents hyperviseurs, VMware, Microsoft, Red Hat, d'autres.
Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec la CI sur ces équipements-là, en fait, sur ces hyperviseurs. Parce qu'on peut même en fait automatiser la configuration réseau de ces services hyperviseurs. Et on peut aussi en fait intégrer tout ce qui est container, d'accord, Kubernetes et autres. Sans oublier en fait que l'intégration avec les services L4 et L7, notamment, je ne sais pas, vous avez des load balancers, vous avez des firewalls de sécurité parce que vous voulez en fait que le trafic passe par un équipement de sécurité. C'est la classique, d'accord. Et la communication avec le WAN. Sans WAN, le data center ne sert à rien. Il faut qu'il soit accessible depuis l'extérieur. Et finalement, je peux aller vers le cloud, d'accord. Tout ça, je peux le configurer à partir des contrôleurs. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être expert dans le cloud. Il faut juste que j'exprime mon besoin. Qu'est-ce que je souhaite faire? Comme un technicien réseau, je souhaite créer un VLAN, je souhaite faire un routage niveau 3. La CI va traduire ça dans le logage cloud. Il va vous pousser la configuration. Donc, on n'a pas besoin d'avoir cette expertise au niveau du cloud. Je n'ai pas besoin d'être expert AWS et un deuxième expert Azure pour intégrer en fait mon ACI avec mes workloads en fait, qui sont dans le cloud. Tout ça, ça se fait à travers le contrôleur. Donc, c'est un seul fabrique qui peut gérer le physique, le virtuel et les conteneurs, sans oublier le cloud. Ça veut dire quoi le zero touch? D'accord? On parle de zero touch, d'accord? Je dis que ça se détecte de manière automatiquement. C'est-à-dire toute cette configuration qu'on le fait avec le CLI, avec le câble bleu que je vous ai montré en fait dans le premier slide, toute cette configuration, on n'avait pas besoin à le pousser. On n'avait même pas besoin à le comprendre. Certes, c'est bien de savoir en fait comment ça marche le protocole VXLAN, comment ça marche le protocole OSPF, comment ça marche le protocole BGP à l'intérieur d'une architecture classique. Avoir la maîtrise surtout, d'accord, en cas de problème, en cas de réveil à 2 h du matin pour troubleshooter un problème. Mais avec la CI, vous n'avez pas besoin en fait à faire taper ces commandes-là parce que tout ça, ça fait d'une manière automatique. J'ai mis un slide, c'est une animation en fait, c'est une vidéo que vous allez voir comment ça fonctionne vraiment au sein de la CI. Donc on accède, on rentre en fait dans le dashboard de la CI, d'accord, on a la PIC parce qu'on accède à la PIC. La PIC, il détecte le premier équipement, d'accord, c'est ce qu'on appelle l'équipement auquel il est connecté, d'accord, il les détecte. Je lui donne un numéro et un nom. Livre 1, salle 1, etc. Je clique, c'est bon. La PIC il va pousser la configuration. Cet équipement-là, il va récupérer une adresse IP. Et après, on va commencer le même process pour détecter les autres équipements. D'accord? Maintenant, il n'a pas encore récupéré l'adresse IP. Voici, il a récupéré une adresse IP. Cette adresse IP, ce n'est pas une adresse IP de management, mais c'est une adresse IP qui va lui permettre de communiquer avec les autres équipements dans le réseau. Et vous voyez, après, ça devient plus rapide. On a détecté le premier leaf. À travers le premier leaf que j'avais détecté, auquel l'API est connecté, puisque ce leaf-là, il est connecté vers les spines. Donc, normalement, je détecte les spines après, derrière. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 4, d'accord? Il me donne en fait le type, d'accord? C'est un spine ou c'est un leaf. Et c'est son rôle en fait. Moi, je dois donner un nom, d'accord? Et il récupère une adresse d'une manière automatique. C'est ça en fait, c'est le zero trust au sein de la CI. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, c'est simple. Mais derrière, en fait, il y a la configuration ISIS à l'intérieur. Il y a la configuration de protocole BGP. Il y a la configuration de protocole VXLAN. Il y a la configuration de management. Il y a la préparation des interfaces physiques qui vont du livre vers le spine, le speed, etc. Donc, mais tout ça, vous le faites pas. Et après, une fois j'ai tout configuré, vous voyez, je peux visualiser la configuration ou ma fabrique, en fait, comment il est connecté. D'accord? La vidéo est terminée, moi non. Mais je pense que c'était clair pour le Zero Trust. N'hésitez pas. Hein? Oui, Zero Touch. Il ne faut pas que je touche le câble surtout. J'espère que c'était clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Maintenant, d'accord, tout va bien. J'ai terminé ma configuration. Moi, j'adore ce slide. D'accord? Parce que ce slide-là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me montre en fait mes switches qui sont connectés. D'accord? Les types de ports. Je peux avoir les ports qui sont actifs, les ports qui ne sont pas activés, les ports qui sont disablés parce qu'il y a une erreur, d'accord? Et tout ça, je peux l'avoir dans une seule fenêtre, d'accord? Je peux voir comment ils sont connectés et plus je connecte en fait mes équipements, ça devient vert, d'accord? Et tout ça à travers le contrôleur, donc je n'ai pas besoin de débourser l'argent supplémentaire.
Donc il inclut en fait une solution de management qui est pas mal. En fait, il offre pas mal, il offre pas mal de services, il offre pas mal d'informations et on verra ça par la suite. Maintenant, on a des clients qui utilisent le SAN, d'accord, d'une manière séparée. Ils ont un réseau qui fait passer tout ce qui est réseau classique, Ethernet, mais en même temps, ils font passer le SAN à travers une autre infrastructure. Avec la CI, je peux tout intégrer. Les couches, en fait, les leaf 9000, il y en a des switches en fait, qui supportent aussi le SAN. Donc je peux avoir le SAN intégré directement au niveau de la CI. Et puisqu'on a en fait, on parle des performances qui sont pas mal au niveau du switch, hein. On a des switches qui supportent des liens 100 gigas en uplink, des liens du 1 jusqu'à 25 gigas au niveau du downlink. Je n'ai pas de crainte au niveau des performances. Maintenant, on va parler un petit peu de la philosophie de la CI. Accrochez-vous. Au niveau de la CI, c'est un petit peu différent, d'accord. Il faut juste comprendre, parce qu'au départ, effectivement, quand j'ai touché à la CI en 2013, je disais non, je ne veux plus de ça parce que c'est compliqué. Mais plus je touche, plus je comprends en fait comment ça fonctionne et je vois en fait la flexibilité qu'il nous donne. Je prends par exemple un exemple d'une banque. Quand on a une banque, en tant qu'architecte réseau, je souhaite avoir des séparations administratives. Par exemple, tout ce qui est monétique, je souhaite en fait que l'accès à ces équipements-là soit vraiment restreint à des personnes spécifiques, d'accord? C'est ce qu'on appelle ici le tenant. Donc, quand je crée un tenant au niveau de la CI, maintenant, je n'ai pas encore touché au port. Je crée un tenant, je dis, ce tenant-là, il va hoster ou héberger les équipements de PCI DSS, par exemple, d'accord? Et l'accès à ce tenant-là, je vais le donner à la personne XY. C'est-à-dire que seules ces personnes-là, ils vont pouvoir avoir l'accès à la CI et voir cette infra-là, d'accord? Les autres qui appartiennent à d'autres tenants, aussi ils ont l'accès, mais ils ne voient pas en fait ce qui se passe, ce qu'on appelle une frontière administrative. C'est ce qu'on appelle le tenant. Si je pars dans le contexte Cisco avec l'infra classique, c'est le VDC, d'accord? Après le VRF. Le VRF, c'est simple. Je veux créer des cloisonnements de tout ce qui est réseau niveau 3. Je veux cloisonner les infra. Je crée une VRF. C'est le même principe au niveau de la CI. Le bridge domain. Bridge domain, je suis allé un petit peu dans la couche basse. C'est le niveau 3. Bridge domain, c'est un subnet SVI. C'est une interface niveau 3, d'accord, qui fait partie de VRF bleu. Et après, c'est le nouveau concept, c'est le endpoint group. Endpoint group, c'est l'ensemble des équipements qui font la même chose, auxquels je vais appliquer la même politique de réseau et de sécurité. Je parle d'un groupe de serveurs web, groupe de serveurs applications, d'accord? Tout ça, je peux en fait, au lieu de les regrouper avec la notion VLAN, c'est-à-dire je prends ces équipements-là, je les mets dans un VLAN, ici en fait on parle de endpoint group. Endpoint group, il peut avoir en fait des équipements qui font normalement la même chose. C'est un domaine broadcast VLAN, mais on va voir en fait c'est plus intelligent que ça. Et à l'intérieur, je peux mettre des physiques, je peux mettre des virtuels, et aussi je peux connecter des firewalls à l'intérieur. D'accord? Et tout ça pour qu'on puisse communiquer. Les endpoint group, c'est-à-dire je prends un endpoint group web et je prends un endpoint group application. Que ça communique en fait sur tous les ports. Je veux que ça communique par exemple sur le port 80. D'accord? J'applique ce qu'on appelle un contrat. J'ai introduit le principe de la segmentation à l'intérieur de data center, sans passer par le firewall. D'accord? C'est-à-dire que j'ai deux serveurs, un web, un application. D'accord? Je ne veux pas qu'ils communiquent. Je n'ai pas besoin de passer par le firewall. J'applique ce qu'on appelle le contrat. C'est une espèce de access list, mais c'est plus simple avec le long contrat parce que c'est un élément que je glisse et je définis en fait le port source et le EPG source et le EPG destination et c'est bon, c'est bloqué. Et la communication avec le mode externe, ça passe par ce qu'on appelle Header External EPG. C'est un trunk ou un niveau 3, L3 External EPG. C'est une interface routée. Pourquoi j'ai mis ce slide qui est un petit peu technique, c'est pour vous dire en fait que il y a des choses qui ont changé à l'intérieur. Mais si on arrive en fait à les appréhender, après ça devient simple. Effectivement, le principe d'un point de groupe, parfois en fait c'est difficile, surtout au départ en fait la configuration ACI, ça paraît en fait un petit peu difficile, mais avec le temps ça devient simple. Maintenant, on a deux types de configuration.
Mais la plupart de mes clients, mais la plupart des déploiements qu'on avait effectués, on a utilisé ça avec le mode Network Centric Mode. C'est-à-dire que je viens vers le mode ACI, je ne maîtrise pas trop. Tu me parlais de EPG, tu me parlais en fait de la suppression des VLAN, mais moi j'ai besoin en fait de cette visualisation parce que je dois maîtriser ça avant que j'avance là-dessus et je n'ai pas besoin en fait d'appliquer des ACL. Je veux passer par le firewall. Ce qu'on proposait en fait, ce qu'on proposait aussi, c'est le Network Centric Mode, c'est-à-dire que le bridge domain c'est un VLAN, d'accord. Les EPG ils font partie du même VLAN, d'accord. Je crée et je garde un seul VRF, c'est le global VRF, et je crée mes VLAN en fait qui sont au sein de l'infra classique de la même manière, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, et comme ça en fait je déploie la même chose, j'ai la même vision, que ce soit au niveau de classique, au niveau de l'ACI, et j'apprends comment l'ACI fonctionne, d'accord. Donc ça me donne en fait une garantie de migrer et comprendre comment ça marche sans être vraiment expert au niveau de la CI. Et j'applique des contrats, ça peut être un contrat ini, c'est-à-dire permet tout, je permets tout le trafic parce que je n'ai pas besoin de bloquer. Et s'il y a un blocage, passer par firewall. D'accord. Je n'ai pas besoin en fait de changer le type de mon infrastructure. Je veux garder les mêmes choses. Après, avoir la CI ou avoir une architecture classique sans des intercos vers le mode externe, ça ne sert à rien. Donc il faut aussi faire ces connexions-là. Donc je crée mon tenant, je fais tout ça, mais je veux créer ça pour la prod, pour la pré-prod et pour l'environnement de test. Je peux faire des copier-coller, mais vraiment des copier-coller. C'est-à-dire que je peux cliquer sur le tenant, copier-coller et va me créer la même chose. D'accord. Avec le même plan d'adressage, avec les mêmes politiques que j'avais appliquées à l'intérieur, et je peux connecter mes serveurs de test. Comme ça, je valide la configuration avant de la déployer. Et tout ça, en fait, c'est, encore une fois, c'est avec un simple clic. Là, j'ai donné un exemple, une architecture classique. Vous voyez, en fait, tout ce qui est physique, on connecte les switches détach ou les switches top of rack vers le core, etc. Il faut que je maîtrise tout ça. Il faut que je le note dans un fichier Excel. On faisait ça tous, on continue à le faire. Après, j'ai des serveurs, les serveurs switch, ou les switches des serveurs, ce sont les top of rack, j'ai des firewalls, etc. Après, je commence à définir mes VLAN. Il y a des switches qui contiennent un certain nombre de VLAN. Il y a d'autres switches, d'autres types de VLAN, etc. Donc, soit j'ai une solution qui va me permettre en fait, de visualiser tout ça, de maîtriser, soit j'ai un fichier Excel que je dois aller regarder à l'intérieur pour définir les informations nécessaires, etc. et pour avoir une vue claire à l'intérieur. Au niveau de la CI, ça donne la même chose, d'accord? Sauf qu'à travers le même GUI, en fait, la même interface, je peux créer une VRF, le default VRF, je mets les bridges domain, d'accord? Avoir une VRF externe, si je veux faire passer le trafic par le firewall, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans ce qui est actuel. Là, j'ai un exemple d'une université, d'accord? On a le EPG prof, parce que les profs, ils ont un accès, par exemple, vers Internet, et les étudiants non. D'accord. Donc, je vais les mettre en fait dans deux EPG différents parce que je vais appliquer différentes politiques de sécurité. Comme je disais, le EPG, il contient les éléments, les équipements auxquels on va appliquer la même règle de sécurité. Là, j'ai étudiant prof, donc ce n'est pas la même chose. Et après, j'ai un autre bridge domain qui contient mes serveurs. Je les mettais à l'extérieur parce que je veux passer le trafic par le firewall. Et là, en fait, je commence à appliquer mes règles de sécurité, ce qu'on appelle des contrats. D'accord. Si je souhaite, tout à l'heure, je disais en fait, si je veux que tout le trafic passe par le firewall, je fais permit ini dans le contrat et je sais que le firewall passe par le firewall. Si je veux soulager le firewall, je fais passer le trafic en direct, j'applique le contrat et je dis, par exemple, les profs aux étudiants, il n'y a que le ping qui passe. C'est un exemple, d'accord? Ou un accès à un certain fichier, mais pas plus, d'accord? Dans un port spécifique. Tout le monde, lui, en fait, ils ont ini pour communiquer avec tout le monde. Eux, ils vont par exemple HTTPS vers l'application des étudiants. Et aussi la communication depuis tout ce qui est dans le DMZ vers l'extérieur. Par exemple, j'autorise que Citrix. C'est la même chose. Après, la CI, il offre plus de flexibilité. Je peux mettre en fait tout le monde dans le même bridge domain, dans le même plan d'adressage, et je peux appliquer en fait la sécurité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un data center, j'ai le VLAN 1 classique, j'ai tous mes serveurs connectés. C'est-à-dire que tout communique avec tout. Maintenant, je commence à voir des gens de sécurité qui râlent. Ouais, il n'y a pas de sécurité. Donc avec la CI, on peut sécuriser la communication à l'intérieur de VLAN 1. Deux serveurs qui sont dans le même VLAN, dans le même bridge domain, dans le même EPG, je peux le sécuriser. J'ai déployé un ACI
il y a 2-3 ans, juste pour ça. Réseau plat, c'est le cas d'un client, en fait, il est arrivé en urgence parce qu'il y avait un nouveau RSSI. Il a commencé à envoyer des emails, le réseau, tout communique avec tout. Qu'est-ce qu'on fait? On avait deux solutions. On commence à changer l'adressage des serveurs pour les mettre dans un autre VLAN et y mettre le firewall. Ça prend du temps, surtout le client avait des applications qui sont classiques. On ne voulait pas surtout toucher à l'adressage de ces applications parce qu'on n'a pas beaucoup de maîtrise. Ce qu'on avait proposé, c'est une solution ACI. D'accord? On a mis les switches, on a connecté les serveurs. Effectivement, tout communiquait avec tout le monde. Avec un clic, on a dit, non, les serveurs, ils ne communiquent pas avec les serveurs. Un serveur web, il ne doit pas communiquer avec l'autre serveur web. C'est le principe des contrats que j'avais expliqué ici. D'accord? Ce sont des ACL, d'accord, qui s'appliquent d'une manière automatique, avec une interface graphique jolie. D'accord? On peut en fait spécifier les ports auxquels on veut communiquer. Et ça, c'était un vrai use case qu'on avait déployé. Et on a corrigé ce problème en attendant, effectivement, parce que l'idéal, c'est de ne pas laisser tous les VLAN au même, les serveurs dans le même VLAN. Mais pour des... La CI, c'est une fabrique. C'est un ensemble des switches, ce que j'avais montré l'architecture Elephant Spine, contrôlée avec les APIC. C'est toute une infrastructure. Ce sont des switches, au final. Mais ça, c'est un use case en fait qui est parlant, parce que ça, on l'avait fait que pour ça. On peut passer que pour ça. C'est pas mal. C'est le slide qui est. C'est pas que c'est simple switching. Ouais, ça tombe pile poil, ouais. C'est pas que c'est simple switching. D'accord? Parce que la CI, comme je disais, c'est les switches. Tout à l'heure, j'ai mettais des switches petits, mais on peut avoir des grands switches, mais surtout pour les grands comptes, mais normalement, c'est rare qu'on a vu en fait des grands comptes, même à AWS, Amazon ou Microsoft, utiliser des châssis, parce que le châssis, en fait, même si nous, on ne voit pas la complexité avec un châssis, mais à l'intérieur, il y a pas mal de choses. Il y a les cartes hyperviseurs, il faut qu'ils soient redondés, il y a des modules fabriques qui connectent les différentes cartes, et quand on a un problème, c'est difficile à résoudre. D'accord? Après, c'est cher. Soit on doit le remplir, soit on a bien fait le calcul, donc on va le remplir. Soit on va remplir une seule carte et le châssis reste vide, il consomme de l'électricité, c'est cher, d'accord? Et le jour où je souhaite le remplir, il faut que je change les cartes sup parce qu'ils ne supportent pas les nouvelles cartes que j'avais achetées. Donc les gens, en fait, ils partent de plus en plus vers les switches petits, ce qu'on appelle les... Non, c'est des switches AU, comme les switches qu'on voit dans le réseau classique. D'accord? Donc j'ai parlé des switches. Je parle du contrôleur, d'accord, pour pouvoir aller faire la configuration, gérer l'ensemble des tâches, le zéro touch, d'accord, pousser la configuration, créer les tenants, créer les EPG, etc. Et après, je me connecte à tout. Vous avez des KVM. KVM, vous allez me dire non, mais nous, c'est différent, on utilise le KVM, on utilise le protocole VXLAN. Pas de problème. Je peux prendre tout ce qui est VXLAN, qui vient de l'extérieur. Vous avez de l'ASX, c'est-à-dire une infra VMware, on peut la connecter d'une façon classique, d'une façon plus avancée qu'on va voir dans le prochain slide. Vous avez l'Hyper-V, c'est la solution de Microsoft, aussi si c'est porté. Et après tout ce qui est conteneur, d'accord, qu'ils viennent avec Opflex ou VXLAN. En termes de sécurité aussi, la solution, il s'intègre avec les différents constructeurs de la sécurité. Cisco, c'est leur produit, Palo Alto, Checkpoint, autre, aucun problème. Bien sûr. On va voir en fait, parce qu'il y a différents types d'intégration. Soit l'intégration classique, parce que les gens de réseau, ils veulent avoir le contrôle sur la partie réseau. La CI fait partie de l'équipe réseau. Et on a une équipe de firewalling, une équipe sécurité, ils veulent garder le contrôle sur le firewall. D'accord? Ça, c'est l'intégration classique. C'est-à-dire, moi, je fais la configuration partie réseau, eux, ils font la configuration partie firewall. On a des VLAN et on fait communiquer. C'est l'intégration classique. Le deuxième mode de communication, l'intégration plutôt, c'est que moi, je fais la configuration de la CI, c'est-à-dire les VLAN, etc., pour ne pas dire les EPG, les bridges domaines. Mais je peux aller plus loin, taper dans les API de firewall, Fortinet, et je crée tout ce qui est réseau, c'est-à-dire l'adressage, le VLAN au niveau de Fortinet, etc. Donc je peux aller plus loin, d'accord? Et c'est-à-dire que l'ingénieur sécu,
il n'a qu'à appliquer en fait tout ce qui est sécurité. Il n'a pas besoin d'être expert réseau, mais moi en fait, avant de devenir un expert sécurité, il faut que tu maîtrises le réseau. Mais ça c'est possible. Ça on dit c'est une application en mode network, c'est-à-dire j'applique juste la partie network au niveau de l'équipement de sécurité. Il y a un troisième niveau, c'est que l'ingé sécu et l'ingé réseau sont vraiment des amis, d'accord, et ils vont gérer tout à partir de la CI. C'est-à-dire que la CI, à travers ce qu'on appelle des device packs, je peux faire toute la configuration, même les ACL, etc. Il reste des choses, effectivement, je suis obligé, plus avancées, je suis obligé d'aller vers le firewall pour les faire, mais 90% des fonctionnalités au niveau du firewall, je peux les appliquer directement à partir de la PIC. Ça, ce n'est pas seulement pour les équipements de sécurité, mais ça peut être aussi les load balancers, type F5. D'accord ? Toutes ces solutions-là, depuis 2013, ils ont commencé à développer ce qu'on appelle des service packs ou device packs pour donner en fait l'accès en API à la CI. Mais moi, je préfère garder soit le premier mode, soit le deuxième. Parce que je sais que l'ingé réseau et l'ingé sécurité ne sont pas toujours des amis. D'accord ? Ça, c'est pour la partie hyperviseur de VMware. D'accord ? Je parlais en fait de l'intégration, etc. Maintenant, je veux dire comment ça marche concrètement. On a la PIC admin, l'ingénieur réseau. Et en bas, le vert, c'est l'ingénieur système. C'est lui qui gère le VMware. D'accord ? Moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est troubleshooting et je fais l'audit, etc. Le problème que j'ai rencontré souvent, c'est que on fait la configuration de tout pour migrer une infra, etc. La configuration, elle est prête, etc. Côté réseau, parce qu'on maîtrise le réseau. Le gars de système aussi, il maîtrise la partie système, il monte la VM, etc. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, oui, mais moi j'ai tout configuré. D'accord ? Quand tu appelles, oui, moi j'ai tout configuré. Oui, d'accord, on commence à troubleshooter. Ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre 30 minutes, ça peut prendre plus. Qu'est-ce qu'on trouve ? C'est que la personne du système, quand il a commencé à faire la configuration réseau, il n'a pas mis le même VLAN qu'on utilisait en fait dans notre infra. D'accord ? Donc cette communication, elle n'est pas tout le temps fluide et parfois on a ce genre d'oubli. C'est-à-dire qu'on a un oubli en fait. Lui, il a fait la configuration, mais au lieu par exemple de prendre le VLAN 20 qu'on avait créé pour un certain besoin côté réseau, lui, il a choisi le VLAN 21 par exemple. Et ça ne marche pas. D'accord ? Avec la CI, ce qu'on peut faire, je vais lui demander de me créer un compte, mais pas un compte pour gérer tout l'infra VMware, mais un compte avec des droits spécifiques, c'est-à-dire réseau. Ça veut dire, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je veux un compte qui va me permettre de créer ce qu'on appelle le port group. D'accord ? Créer le vSwitch à l'intérieur de VMware, pas plus. Je n'ai pas besoin d'aller faire une configuration de disques, etc. D'accord ? Donc ce compte-là, c'est à travers cette connexion. Après, je vais créer, à partir de la PIC, je peux créer ce qu'on appelle des switches virtuels à l'intérieur de la solution VMware. Une fois configuré, j'attache l'hyperviseur du VDS. D'accord ? Et à ce moment-là, la CI, il va avoir connaissance qu'il connecte un hyperviseur VMware. Déjà, du 1, je vais commencer à voir dans le dashboard que je connecte des VDS. Je vais voir les VM qui sont connectés derrière, comment ces VM-là sont connectés. C'est-à-dire que je peux avoir leur VLAN, leur adresse IP. Donc, en tant qu'ingénieur réseau, ça va me faciliter la tâche pour voir pas mal d'informations que j'ignorais il y a quelques secondes sans cette intégration. J'applique mes règles, ce que j'ai appelé les EPG, etc. Et ces règles-là, elles vont se traduire en port groupe, par exemple. Je vais pousser la configuration de l'adressage IP et de VLAN, etc. Et cette configuration elle va être traduite au niveau de la CI en port groupe. D'accord ? C'est-à-dire que l'ingénieur système qui faisait ce travail-là, maintenant, il n'a qu'à associer le port groupe de la machine VM à la VM. Et si ça ne marche pas, il va m'appeler, c'est ton problème. Déjà, lui, il est soulagé. Et moi aussi, j'ai plus de contrôle. Je peux voir en fait ce qui se passe sans l'appeler à plusieurs reprises. D'accord ? Donc, en termes de troubleshooting, ça devient plus facile aussi. Et tout ça, en fait, ça se fait d'une manière automatique. D'accord ? Moi, j'ai créé dans mon réseau les EPG ou les VLAN. Ça s'est traduit dans port groupe. Et voilà, je peux appliquer, comme je disais tout à l'heure,
la segmentation. C'est-à-dire, même au niveau des VM, je peux dire que la VM X et VM Y, si je ne souhaite pas qu'ils discutent, ils ne vont pas discuter. D'accord? Donc j'ai ce contrôle-là désormais à partir de la CI, que je n'avais pas juste auparavant. La CI protège mon business. Ce sont des slides 2 ou 3 qui sont pas mal, qui parlent de la sécurité. D'accord? Dans le mode informatique, on a le blacklist et le whitelist. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le racisme. D'accord? Le blacklist, c'est-à-dire c'est ce qu'on applique en fait dans les architectures classiques. C'est-à-dire je connecte deux équipements, par défaut ils communiquent. D'accord? Ils sont dans le VLAN, dans le même VLAN, par défaut ils communiquent. Et puisque les switches ils arrivent avec le VLAN 1, les deux machines connectées dans le VLAN 1, ils communiquent par défaut. Ça c'est le blacklist. Le whitelist, je fais la même chose au niveau de la CI, je connecte deux serveurs, par défaut ils ne communiquent pas. C'est ce qu'on appelle le zero trust. Si je ne fais pas l'autorisation, ils ne communiquent pas. D'accord? C'est ce que j'explique dans ce slide. Maintenant, on parlait de EPG, je disais en fait que les EPG, leur rôle c'est de regrouper les mêmes équipements qui font la même tâche par exemple, et je leur applique une politique de sécurité. Ça peut être aussi des DMZ, d'accord? Je peux dire le DMZ X, il est dans un EPG, le DMZ Y dans un autre EPG, le DMZ Shared Service, il est dans un autre EPG, et j'applique mes règles de sécurité. Tout ça sont passés par le firewall. Les règles de sécurité s'appliquent au niveau de la CI. Donc, je soulage vraiment mon firewall. Le firewall, il a d'autres rôles. Là, je parle effectivement des ports que je maîtrise et je n'ai pas besoin que le trafic, par exemple, soit filtré, etc. Je prends l'exemple de la sauvegarde, etc. Je n'ai pas besoin que ça passe par le firewall parce que ça consomme des ressources et je n'ai pas besoin d'upgrader mon firewall. Ça peut être un VLAN, VLAN X, Y, Z, VLAN, VXLAN, etc. Je peux mettre chacun dans un autre EPG. C'est ce qu'on a fait en fait. C'est pas ce use case, mais ça aussi, ça marche. Et je peux dire le VLAN X, il ne parle pas avec le VLAN Y, même si leur gateway il se trouve au niveau de la CI, mais parce qu'il appartient à différentes EPG. Ça peut être aussi de life cycle applicatifs, dev, test, prod. Je peux faire cette micro-segmentation par des attributs. Ça veut dire quoi par des attributs? C'est-à-dire, je prends je peux dire en fait tout l'OS, CentOS, je le mets dans un EPG spécifique. Sans que je le fais de manière manuellement. C'est-à-dire que la CI, il va découvrir la source ou le système d'opération de la machine. Une fois le détecte, il le positionne dans un EPG. D'accord? Je peux le faire ça par adresse IP. Je veux dire par exemple le subnet /24. Tout ce qui vient de ce subnet-là, il est positionné dans un EPG spécifique. Je peux faire ça avec des noms. C'est-à-dire que je choisis le nom web, par exemple. Je donne en fait le nom à la machine web. Par défaut, il sera positionné dans un EPG web. Donc, vous voyez la flexibilité qu'on aura avec ça. Et ça, c'est même à l'intérieur de EPG. Je parlais tout à l'heure en fait qu'on peut appliquer ces règles au niveau EPG A, EPGP. Je ne veux pas qu'ils communiquent. Maintenant, à l'intérieur de EPG. Par exemple, les serveurs web, ils sont tous dans le même EPG. Mais moi, je ne veux pas que mes serveurs web discutent entre eux. Il n'y a aucune raison. D'accord? Je peux dire, écoute, d'accord, positionne ces serveurs web dans le même EPG, mais ne les laisse pas parler entre eux, sans passer par le firewall. Et là, je vais vous montrer en fait une autre animation qui parle comment la CIA a résolu un problème de sécurité. Combien de temps faudra-t-il pour identifier tous les serveurs CentOS infectés et limiter le risque. D'accord? J'ai 2 data centers qui fonctionnent très bien. J'ai réussi la migration, je suis fier de moi, tout fonctionne. Maintenant, il y a un problème qui arrive. Le RSSI me dit en fait toutes les machines CentOS elles sont infectées par un virus. J'ai tout qui fonctionne. Dans le réseau classique, je ne sais pas si vous avez une solution, comment vous allez identifier tout ça avec le minimum de tâches. C'est difficile, d'accord? Sauf si on a un UR où je maîtrise toutes les machines. Maintenant, comment les sécuriser? Il faut les passer par un firewall, c'est infernal, d'accord? Ce que je peux faire avec la CI, je peux créer un EPG et je peux lui dire en fait ce EPG que j'avais créé, il va se baser sur les machines CentOS, d'accord, comme attribut que je vais récupérer. Je vais dire tout ce qui est
tout ce qui vient avec l'operating system CentOS, positionne-le dans ce EPG-là. D'accord? C'est ce qu'il va faire. D'accord? Là, il a dit l'infra. Et surtout, je peux choisir aussi l'hyperviseur. C'est-à-dire, pas tous les CentOS, mais surtout les CentOS qui viennent de VMware, par exemple. D'accord? Donc là, je l'associe avec VMware, CentOS, et là, le ping, il a stoppé. Pourquoi? Parce que du drag and drop. Tout ça, j'ai positionné tout ça, en fait, dans un EPG isolé. Pourquoi ça ne communique pas? Parce qu'il n'y a pas de contrat. D'accord? Vous voyez, en fait, la flexibilité de ce système. J'ai résolu le problème, c'est bon, j'ai clairé, je supprime mon EPG, les machines vont revenir dans leur ancien EPG. D'accord? Et la communication reprenne. Parlons du MACsec. Je ne sais pas si vous connaissez le MACsec, développé pas récemment, mais il y a quelques années. Son objectif principal, pourquoi elle a été inventée? Parce qu'on a constaté que la plupart des clients partent dans des data centers en colocation. D'accord? C'est-à-dire que leur infra, il n'est plus chez eux, c'est-à-dire il est plus chez eux dans leur propre bâtiment, mais il est en fait dans un autre, c'est un data center de colocation, type N+1 hein, au Maroc ou autre. D'accord? Ils mettent l'infra là-bas, le RSSI toujours, ouais, mais qui me dit en fait que ces personnes-là, ils ne supervisent pas, ils ne regardent pas ce qui se passe dans mon infra, dans les liens, etc. La solution, c'est vraiment de sécuriser cette communication. Je fais pas c'est vraiment, je chiffre tout ce qui se passe entre Milif et Spine. Tout ce qui passe dans le lien, c'est-à-dire, demain, tu viens, tu branches un équipement pour prendre le trafic, tu prends le trafic crypté. Je peux pas Et tout ça, ça se fait en fait dans le hardware. Parce que vous savez, en fait, quand on chiffre, on sécurise, la première chose qu'on doit regarder, c'est le CPU du firewall. D'accord? Maintenant, on a des firewalls qui sont sophistiqués, ils traitent ça au niveau des hardware. Les équipements aussi de Cisco, les Nexus 9000, ils traitent la sécurité au niveau du hardware. Et je n'impacte pas en fait les débits. C'est-à-dire que j'ai une interface 100 Go, je continue à transférer à 100 Go. D'accord? Il n'y a aucun impact. Et je sécurise aussi la communication vers le DCI, à condition que ces équipements-là supportent le protocole MACsec, qui est un protocole standard. Jusqu'à maintenant, je parle que la solution ACI utilise 99% des protocoles standards. Je n'ai pas besoin de me rappeler de la clé, etc. Je le sauvegarde dans un coin, dans un papier, etc. Tout ça, ça se gère au niveau du contrôleur. D'accord? Et c'est lui qui... Je peux la taper une fois pour toutes parce que je n'ai pas besoin de la connaître. D'accord? C'est l'API qui doit la connaître. Il va la pousser au niveau de l'ensemble des switches. Demain, on arrive avec un nouveau switch Leaf, un nouveau spine, je le branche, la clé va être repoussée. D'accord? Le seul moment où j'ai besoin en fait, de connaître la clé, c'est si je souhaite communiquer avec l'extérieur. D'accord? Là, je peux revenir au bout du papier, là où j'ai noté. Il faut vraiment que ça soit sécurisé pour la partager avec les bonnes personnes. Dernier mot sur la sécurité, comme je disais tout à l'heure. Oui. Par défaut, c'est clair. D'accord? Mais on peut l'activer. Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que c'est traité au niveau des hardware. D'accord? Effectivement, si ce service, c'est une très bonne question. Si ce service-là, il est appliqué au niveau des équipements qui traitent la sécurité au niveau du software, là, on aura des vraies latences. D'accord? Là, tout ça se passe au niveau d'hardware. Effectivement, c'est pas comme rien n'était, mais puisqu'on traite au niveau d'hardware, la latence, elle est vraiment mineure, négligeable même. Le MACsec, on l'applique au sein du data center. Maintenant, si j'ai un deuxième data center, ACI ou pas, puisque j'utilise le MACsec, je peux faire même les liaisons inter-data center, d'accord, qui passent par les opérateurs. Je n'ai pas envie que mes opérateurs, même si je leur fais confiance à 99%, je n'ai pas envie en fait qu'ils regardent ce qui se passe en fait dans mon infra. D'accord? Je peux appliquer le MACsec dans les liaisons DCI, inter-DC. Je voyais des gens d'opérateurs, mais ils travaillent, je pense, pour la partie, ils sont comme nous, hein, d'accord? Mais voilà, cette solution-là, ça permet, que ce soit, vous êtes un opérateur et vous avez un lien d'un autre opérateur, vous ne voulez pas qu'il regarde ce qui se passe,
D'accord? Vous êtes obligé d'utiliser les liens du confrère, mais vous ne voulez pas qu'il regarde ce qui se passe, on peut partir avec le MACsec. J'ai mon data center chez un colocataire, en fait, un type N+1. Oui, je lui fais confiance, mais je préfère être sûr à 100%. D'accord? Je ne veux pas que mes informations, parce que ce sont des informations critiques, surtout quand on parle des banques au secteur les hôpitaux, le secteur de santé, les hôpitaux, je n'ai pas envie en fait que ces informations soient divulguées d'une manière ou d'une autre. J'applique le MACsec. Dernier mot. La solution, ça s'intègre avec l'ensemble des firewalls du marché. Cisco, Checkpoint. Comme je disais, en fait, il y a 3 modes. Le mode classique. Moi, je touche que la CI et la personne, l'ingénieur sécurité, il touche à la partie sécu. Non, il souhaite, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que je configure ma CI, j'accède au firewall, je push la partie réseau, c'est-à-dire l'adresse IP, LAN, etc. Je m'arrête là et je laisse l'ingénieur réseau appliquer les règles, appliquer tout ce qui est IPS, IDS, le filtrage web, etc. Ou je peux aller plus loin, c'est-à-dire je n'ai pas d'ingé sécu, où mon ami il est à côté de moi et on fait ça ensemble. À partir de la PIC, je fais toute la configuration. D'accord? Là, on parle aussi d'APIC hardening. D'accord? La CI tourne sur du Red Hat. D'accord? Line Red Security Enforcement. Parce que c'est la gestion au niveau des hardware. Elle est certifiée tout ce qui est PCI et FIPS, CC, même si je ne maîtrise pas tous les acronymes, mais bon, je connais que PCI DSS, mais cette solution, elle est mature, elle est déployée dans ces environnements-là. Un autre slide, une autre animation. Tout fonctionne très bien, d'accord? Dans mon data center, je suis vendeur je suis comme Amazon, d'accord? Je ne sais pas si on a un au marché marocain, Jumia par exemple. Il a des applications qui tournent sur plusieurs hyperviseurs, vous voyez ici, VMware, Red Hat, Microsoft, etc. J'ai plusieurs pods, tout fonctionne très bien, j'ai aucun problème, j'ai même des conteneurs qui tournent, d'accord? Et en fait, j'ai recruté un ingénieur junior pour renforcer l'équipe. Il ne maîtrise pas la CI, d'accord? Il est allé créer un contrat. Après, il a tout supprimé. Puisque le GUI, en fait, c'est facile. Drag and drop, c'est facile. Mais aussi, il y a le risque. C'est-à-dire qu'il peut cliquer, il peut sélectionner tout et supprimer. D'accord? Ça peut être ingénieur junior, soit c'est voulu. On va voir que même si on supprime ça, on peut faire le retour en arrière. D'accord? Parce que la CI, il sauvegarde d'une manière permanente tout ce qui se passe. D'accord? Voilà. Maintenant, on a tout supprimé, tout ça s'est arrêté. Il n'y a plus rien qui passe. D'accord? Mais la CI, il est intelligent en fait. Avant de supprimer, il sauvegarde la configuration. C'est-à-dire qu'il faut juste que je fasse un rollback, l'ancienne configuration, et je vais récupérer, donc je vais vers admin, la dernière configuration, je vais la choisir, et je clique, yes, je veux la déployer, et je vais récupérer en fait l'ensemble des services, et notamment le ping. Ça peut arriver. Et c'est arrivé déjà, parce que je me rappelle très bien quand on configurait les interfaces Trunk, avec des load, VLAN, etc. Souvent, on oublie en fait de rajouter un VLAN et c'est le VLAN de management. Et du coup, on n'a plus l'accès. Donc, avec la CI, on peut vraiment faire un rollback d'une manière rapide et reprendre l'activité. Ça aussi, ce sont des choses que les clients adorent d'avoir. Et c'est pour ça que j'achète. La visibilité. En termes de visibilité, on a pas mal de choses. On a d'autres services qui s'intègrent avec la CI pour avoir plus de visibilité. Mais aujourd'hui, comment on traite ça? Concrètement, entre nous, on a un fichier Excel, on a des solutions, donc on note en fait tout ce qui est physique, le câblage, le software, la version installée, les types de switch, le modèle, etc. Tout ça, je peux l'avoir sans aucun effort. D'accord, au niveau de la CI. Il va m'afficher les switches, les spines, les leafs, leur version, l'état. On va voir après. D'accord, l'état en termes de port up, down, etc. Je n'ai pas besoin d'utiliser une autre solution. Tout ça, c'est à partir de GUI. Une fois que j'ouvre la CI, j'ai ça. Je peux suivre les machines avec leur adresse IP, leur adresse MAC, leur nom.
Maintenant, comment on fait? La machine web, il ne marche pas. Oui, mais moi, je ne connais pas c'est quoi la machine web. C'est quoi son adresse IP? 10.1.1.1. D'accord, je parle du classique. D'accord, je vais chercher c'est quoi l'équipement qui est la gateway de cette machine. J'accède à cet équipement. Show IP-ARP. Je récupère l'adresse MAC. Après, je cherche l'adresse MAC partout. D'accord, c'est connu. On l'a fait tous. Ça prend du temps, surtout quand on a un infra qui est assez conséquente. D'accord, il faut suivre en fait des interfaces trunk pour trouver cette machine. Ici, il va me dire, ouais, le serveur web, il ne marche plus. Le nom de la machine, c'est web? Oui, je tape web. Il va m'afficher l'ensemble des machines. Ah, je ne sais plus c'est quoi le nom exact. Donne-moi son adresse IP, je tape l'adresse IP, et il va m'afficher cette machine où elle se trouve. D'accord? Où elle est connectée dernièrement, attaché, détaché, sur quel leaf. D'accord? Si la machine bouge, en cas de vMotion, je peux savoir là où il était avant, là où il est parti. D'accord? Donc c'est pas mal d'informations qui vont m'aider en fait à suivre les machines en temps réel et de manière rapide. Et ça, c'est le problème que j'adore. C'est que, allô, bah, il y a un problème réseau. Oui, mais comment tu sais? Non, c'est un problème réseau, la machine X, il ne parle pas à la machine Y. Oui, mais pourquoi tu dis que c'est un problème réseau? Bah, parce que ça ne marche pas. Tu appelles n'importe quelle agence, tu vas à n'importe quelle banque, tu rentres, ça ne marche pas, on a un problème réseau. Ce n'est pas un problème système. C'est toujours le réseau, c'est le coupable. Avec la CS qu'on peut faire, d'accord, c'est un problème réseau, donne-moi l'adresse IP source. C'est quoi l'adresse IP de la machine? C'est quoi l'adresse IP là où tu veux aller? D'accord? Je tape la source, je tape la destination, je clique sur Start. La CI commence à générer le trafic similaire à ce que génère la machine. Il va te dire si le problème il vient du réseau ou pas. S'il vient du réseau, il va te dire voilà le switch sur tel port et il y a des drops. D'accord? Ça peut être voulu, on a appliqué des contrats. Ça peut être non voulu en fait. Un problème hardware, ça peut arriver pour Cisco, pour les autres. D'accord? Ça peut être un problème système. Non, ce n'est pas un problème réseau. Cherche. Je pense que tu as un problème système. Ça aussi, ça nous évite en fait de passer beaucoup de temps à faire le diagnostic. J'audite et je journalise tout. La CIA, en fait, il traque les machines, il traque le réseau, une adresse IP qui est partie, une adresse IP qui est apparue. Donc tout ça, il est traqué. Il y a un problème sur un EPG. Toutes ces informations, elles sont traquées. L'addition, la suppression, la création, etc. D'accord? Donc ça va me permettre, déjà il a une base de données interne, parce que c'est un serveur, hein, l'APIC c'est un serveur, donc il a des disques durs. Donc je supervise pas ça à l'intérieur, comme je peux transférer ces informations à l'extérieur, vers un serveur log, d'accord, un CM. Mais pourquoi j'ai besoin que ça soit à l'intérieur aussi? Parce que il corrèle les informations en cas de problème, d'accord? J'ai un port qui est down, d'accord? Je journalise l'information, je fais l'audit, je journalise l'information, j'ai l'information, je le logué, d'accord? Et en même temps, j'ai un problème que le vCenter n'est plus joignable. Il y a une intelligence au niveau de la CI qui peut corréler ces informations, d'accord? La CI il est down, et en même temps, j'ai un port qui est down, d'accord? Il va me proposer des solutions. Il va déjà me dire, ça peut coïncider, c'est déjà pas mal, je commence à avoir au moins une piste là où il faut que je cherche, d'accord? Et il me proposait peut-être de réactiver le port. Et un dashboard de capacité, c'est-à-dire souvent quand on regarde la table FIB, combien de parce qu'en fait les switches ils ont des ressources, on peut les épuiser. Par exemple, on prend la table globale de Internet, je peux épuiser mon switch, le faire tomber down rapidement, d'accord? Mais c'est rare qu'on regarde ces informations qui sont pertinentes au niveau des FIB, au niveau des hardware, au niveau de la ZIC, tout ça en fait au niveau de la CI, je peux les avoir. Je peux avoir combien j'ai consommé, d'accord? Au niveau du nombre des routes, combien j'ai déjà. Je ne sais pas ici, quand on achète un switch, on n'a pas l'information combien de routes. Il faut regarder dans le datasheet, mais le switch il est installé depuis un moment. Soit j'ai oublié, soit je n'ai jamais eu besoin de cette information parce qu'il fait de niveau 2. Demain, je l'ai switché pour qu'il fasse de niveau 3 et j'ai commencé à lui installer des routes, mais j'ai aucune information combien j'ai consommé au nombre de ressources. Avec la CI, je peux récupérer ces informations d'une façon simple, avec un pourcentage. Quand c'est rouge, il va me l'afficher. D'accord? Comme quoi, tu as épuisé les ressources. Je peux avoir le nombre de machines connectées,
ce qu'on appelle les endpoints. Je peux avoir le nombre de bridge domain, je peux avoir le nombre des adresses IP, que ce soit qui viennent en BGP ou qui viennent avec notre protocole de routage. Je peux avoir, parce que les contrats aussi, c'est pas... Oui, ça ne veut dire pas que je vais installer 1 million de contrats. J'ai aussi, ce sont des règles, ce sont des ressources que je consomme. La CIA va me le dire, combien j'ai consommé, combien il me reste. Donc j'ai une vision panoramique de ce qui se passe en fait au niveau du capacité de ma fabrique. Nombre de ports aussi, des switches. J'ai 20 LIF, 20 x 48. Moi je ne suis pas expert dans le maths, donc je ne peux pas savoir. Je peux regarder rapidement. Je sais ici, il va me dire, il te reste par exemple 48 ports. Fais attention. Donc c'est le moment pour augmenter ta capacité. L'état des systèmes, d'accord? Je peux avoir des informations sur le CPU, le power, l'électricité, la température, la mémoire, c'est tout ça, TCAM. Dans le domaine data center, il faut faire vraiment attention à la table TCAM pour voir, en fait, c'est parce que ce sont les ressources hardware qu'on consomme. Tout ça, en fait, je peux les avoir directement au niveau de la CI et je peux le paramétrer pour qu'il m'envoie ces informations vers une solution qui va m'envoyer des SMS s'il faut. D'accord? Mais la CIA a la capacité de sortir des informations qu'on n'en fait pas attention aujourd'hui pour une raison X ou Y. Le CPU, normalement, la plupart, on le regarde quand on a soit une boucle, soit il y a quelque chose qui ne va pas, on va checker le CPU. Lui, il check le CPU tout le temps. D'accord? Je peux configurer ce qu'on appelle des seuils. Et si on dépasse le seuil, il m'envoie une information pertinente comme quoi il y a un problème CPU. Et avec le login et la journalisation, je peux corréler les informations, pourquoi le CPU est monté ou pourquoi le TCAM il est consommé. D'accord? La même chose pour l'électricité. Le routage, j'ai expliqué avant, on va me dire le nombre de routes qui sont installées. S'il y a une route qui est perdue, un voisin OSPF par exemple a disparu, il va m'envoyer l'information, d'accord, pour que je puisse diagnostiquer le problème. Et les trilingues. La CIA. Donc il parle 3 langues. Il parle interface graphique. C'est le premier mode qu'on doit utiliser. Sauf si vraiment les gens qui adorent le CLI. J'avais un client, en fait, au départ, m'a dit, moi, je n'utilise pas le GUI. Je vais utiliser le CLI. C'était pas la CIA, il supporte qu'on configure en mode CLI. D'accord? Mais on encourage les gens d'aller vers le GUI, au départ pour comprendre comment ça marche. CLI pour le troubleshooter, déjà pour créer un GUI et regarder qu'est-ce que ça représente en mode CLI. Mais il y en a qui vont aller directement vers ce mode-là. Mais la recommandation, parce que l'ingénieur réseau il doit développer aussi ses compétences et oublier le câble console que j'ai mentionné au départ, il faut aller en API. Je ne suis pas un expert API, mais là, je vous rassure que je faisais des déploiements en utilisant de l'API. C'est un gain, que ce soit pour l'intégrateur, parce que le déploiement il est vite, et aussi pour le client, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'erreurs. D'accord? Et la CIA, elle nous aide en fait pour sortir les scripts qu'on déploie en mode GUI. Je peux dire, quand je crée par exemple un contrat, il va m'afficher c'est quoi le script qu'il a poussé en parallèle. Donc, je n'étais pas un expert, mais j'ai pu faire ça. Et j'étais fier. Donc, on commence par le GUI. On essaye de comprendre comment ça marche. Les CLI, si on adore, on aime bien faire show et puis route. D'accord? Mais l'idéal, c'est partir en REST API. Oui, la question, ça a été posé à plusieurs reprises. Je vais être verrouillé Cisco si je mets en place la CI. Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il s'intègre avec tous les environnements. Il s'intègre avec des autres constructeurs en utilisant des protocoles standards, des VLAN, VXLAN. Ça communique, il n'y a aucun problème. Et à l'intérieur de la CI, on a des protocoles standards. Il y a l'ISIS, il y a le protocole BGP, il y a des protocoles Cisco, certes, mais ça ne veut pas dire que tu seras bloqué. Demain, tu n'es pas content de la CI, tu peux le changer. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc la CI, il parle avec tout le monde. On a vu en fait qu'il parle avec les autres Cisco en utilisant des API. Avec les orchestrateurs ou avec les autres constructeurs F5, je faisais des déploiements avec F5 et aussi avec du Palo Alto. On est parti avec le deuxième mode, c'est-à-dire que je fais la configuration réseau, mais pas la configuration de F5, parce qu'on a toujours, partout dans le monde, on a l'ingénieur réseau, il doit s'occuper des réseaux, l'ingénieur sécu doit s'occuper de la partie sécurité.
Mais 90% des intégrations, ils partent avec le mode 1, c'est-à-dire réseau-réseau, sécu-sécu, on est des amis à l'extérieur. Dernier mot, donc qu'est-ce que ACI propose? C'est une solution SDN, qu'est-ce qu'il propose? C'est un réseau scalable basé sur une architecture moderne, c'est l'architecture Leaf Spine. Ça commence à être déployé au Maroc, mais je pense qu'on est un petit peu en retard par rapport au reste du monde. Aux US, j'ai rarement vu en fait, des architectures classiques. Maintenant, ils bougent tous vers la solution VXLAN ou VPN. L'Europe, ça a commencé depuis un moment. Et la France, je pense les 2 dernières années, voilà, plus, voire 4, on a commencé à avoir de la CI de partout. D'accord ? Il y a d'autres solutions, mais au moins, on a une solution basée sur le Leaf Spine. Gérer, configurer, troubleshooter à partir d'un seul portail. Ça aussi, c'est pas mal, en fait, faire tout ça à partir du même portail, c'est-à-dire je peux configurer, regarder ce qui se passe, et s'il y a un problème, je suis notifié, je corrige et j'avance. Une visibilité panoramique en application centric. Au lieu de voir des VLAN, voir des adresses IP, à travers le EPG, je vois le web, il parle avec l'APP. Derrière, je sais qu'il y a de l'adressage, mais moi, ce que je vois, le EPG, parce que je l'ai nommé web, je vois web, APP, parle avec database. D'accord ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de connaissances, il rentre dans ça, il sait que c'est un stack applicatif qui discute. D'accord ? Et ça, j'ai une visibilité, je sais l'état de santé de l'application à travers les informations récoltées. D'accord ? S'il y a un problème, je vais être notifié. Et tout ça, c'est automatisé et sécurisé. Je parlais de MACsec, je parlais de la microsegmentation, d'accord, à travers les contrats. Je parlais aussi de l'automatisation, le zero touch. Je peux créer des choses rapidement, comme je peux supprimer des choses. D'accord, je peux supprimer tout le data center, c'est le risque. Mais heureusement que je peux faire un retour en arrière parce que la CI il est intelligent et il sauvegarde toute la configuration. Un dernier slide, les gens de l'application, ils avancent vite. Les gens de système avancent vite. On doit faire pareil. Merci beaucoup.